ingénierie et membre du comité de direction Leuzinger Maradi. Et puis Régis Widmer, architecte laboratoire de projet au laboratoire de culture numérique du projet architectural de l'EPFL. Et puis le modérateur qui sera Guy Nicolier, architecte EPFL SIA, Pont 12 architecte. Avant de laisser la parole à Guy, je voulais juste vous faire part des futurs événements qui vont se passer au phare, surtout pendant la période de novembre et de décembre. Donc, je vous donne rapidement vite l'agenda. Donc, le mardi 21 novembre, on va recevoir le vernissage du livre Suburban Polarity de Emmanuel Ray, de LAST, donc de l'EPFL. Et puis le jour juste après, donc le mercredi 22 novembre, on aura la présentation du pavillon de la Biennale 2018. Donc c'est un roadshow en organisation avec la SIA aussi. Et puis le jeudi 30 novembre, on aura le vernissage de l'exposition Béton 2017, donc le prix Béton attribué tous les 4 ans, qui se tiendra ici. Et on continue avec le lundi 4 décembre, où on aura la prochaine urbanité, qui portera sur la thématique des concours, aussi une thématique très intéressante, mais qui se passera à Lola Villamont, donc juste ici sur la gauche. Et on recevra aussi le syndic de la ville de Lausanne, Grégoire Junot. Et puis, le jeudi 7 décembre, on va recevoir l'atelier Scheidegger-Keller de Zurich, qui viennent de recevoir aussi, donc c'était pour le prix Béton. Ils ont reçu le prix Jeune pour les moins de 40 ans. Et puis, on terminera donc le dimanche 17 décembre avec le finissage du prix Béton. Donc voilà, c'était juste pour vous donner l'agenda jusqu'au bout. Et puis un petit dernier mot, donc au phare, on est toujours à la recherche de bénévoles et puis de volontaires qui veulent rejoindre aussi l'équipe du comité. Donc si il y a des personnes motivées, envoyez-nous un email. Donc on est toujours prenant aussi par rapport à des expositions ou des conférences que vous voyez autour. Donc c'est un espace un peu de discussion et puis d'expérimentation aussi pour certaines expositions. Donc voilà, je laisse la parole à Guy. Merci au phare de nous accueillir une fois de plus pour une urbanité. Je reprends un peu le flambeau en faisant effectivement un peu de pub pour les prochains événements organisés par la SIA. Le prochain, c'est le forum Bâtir et Planifier, donc qui aura lieu le 20 novembre. La PFL, il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire en adressant un email au secrétariat de la SIA. Et puis, en effet, le prochain débat urbanité qui vient d'être mentionné, le concours, un outil de politique citoyenne qui aura lieu donc là en dessus, à l'auditoire du collège de Villamont avec Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne, Francesco Della Casa, architecte du canton de Genève, et Jérémy Hoskin, qui est responsable au service d'architecture de la ville de Zurich. Le thème sera passionnant puisqu'il s'agit des concours avec participation du public dans les jurys. Voilà, vous connaissez sans doute le format des urbanités qui consiste à inviter trois orateurs d'horizons relativement différents pour s'exprimer sur un thème qui est travaillé par une petite équipe d'architectes et d'ingénieurs issus de la SIA et qui se réunissent régulièrement afin de développer ces thèmes et ces questionnements qui touchent nos métiers d'architectes et d'ingénieurs. Il se trouve que récemment, on voit l'émergence du BIM, cette demande du BIM partout, et que ça suscite passablement de questions. À titre personnel, dans notre propre bureau, on s'est posé toutes ces questions-là, on a consulté des amis, des collègues, et on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas les seuls à se poser ces questions-là. Et je crois que la présence de vous si nombreux ce soir démontre l'intérêt et les questionnements qui se posent par ce BIM Bam Boom.
Alors, on a essayé de synthétiser le débat, parce que ça pose énormément de questions, le BIM, évidemment. Mais on est parti d'un a priori ou d'un point de départ, d'un état de fait, qui est en effet que la technologie actuelle, informatique notamment, avance de telle sorte que la modélisation informatique des objets conçus par vous, ingénieurs et architectes, se développe de plus en plus. Et que, au fond, l'outil informatique permet d'envisager une vision de plus en plus holistique du bâtiment, une modélisation complète de la première esquisse au facility management, et que c'est une réalité qui est en train de prendre une dimension presque universelle. Donc on est parti un peu de ce point de vue-là, pour voir, mais au fond, quelles sont les questions que pose l'avènement de cette nouvelle façon de travailler, ou de ces nouveaux outils, de cet outil du BIM, que nous avons focalisé sur 3 axes. Le premier, la question du pouvoir. Comme vous l'avez sans doute vu, je ne fais que paraphraser au fond la fiche que vous avez sans doute vue. Donc la question du pouvoir, quel sera le rôle de l'architecte, respectivement de l'ingénieur, dans le cadre du développement de bâtiments et de modèles BIM, puisque par définition ces modèles sont partagés, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la chose, c'est ce qui rend performant cet outil. Donc qui aura la main, qui aura vraiment le pouvoir sur cet objet numérique et virtuel. Quels seront les savoir-faire nécessaires pour mener à bien le développement de projets grâce à cet outil? Et ça renvoie évidemment tout de suite à la formation. Est-ce qu'on parlera toujours de dessinateur? Est-ce qu'on parlera pas plutôt de modeleur? On parle aujourd'hui de modeleur et plus de dessinateur. Je ne parle là que d'un des métiers. Et puis enfin, ça pose des questions sur le phasage, puisque l'outil informatique, étant ce qu'il est, il permet d'informer le bâtiment très très en amont dans sa conception, avec une multitude de données, beaucoup plus qu'auparavant, et vous verrez sans doute le slide apparaître dans l'une des présentations, une fameuse courbe de Gauss qui présente la quantité d'informations que développe un ingénieur ou un architecte pendant le processus de projet, qui va s'accroissant plus le projet avance, et puis dégressif lors de la réalisation. Eh bien, on verra que cette courbe, en fait, par le BIM, se déplace en amont dans le temps, et ça pose des questions de phasage. Ça remet en question très probablement les règlements RPH, et ça a pour conséquence de poser des questions d'honoraires. Voilà. Donc ça, c'est une manière résumée, au fond, un peu ce qu'on a posé comme question aux 3 orateurs qu'on a la chance d'avoir ce soir. Je mentionne simplement en passant, parce que ça mérite d'être dit, que vous avez sans doute reçu, en tout cas les membres SIA, les emails du secrétaire général de la SIA concernant les RPH. Il est bien entendu que ces questions-là sont d'autant plus pertinentes, enfin les questions qu'on va se poser ce soir sont d'autant plus pertinentes vis-à-vis de la révision des RPH qui s'annonce inéluctable. Voilà. Donc je ne sais pas si Eric Frey est là ou si quelqu'un à la direction de la SIA aurait pu, enfin, je crois pas. Alors, on a 3 orateurs, et je vais vous les présenter rapidement leur curriculum vitae dans l'ordre de passage que nous avons imaginé, qui n'est pas exactement celui qui est affiché là. Régis Widmer, architecte PFL, qui est le plus jeune orateur parmi nous. Il est architecte depuis 2014. Il a fait son diplôme sur la direction d'Alexandre Blanc, c'est un espèce de heureux hasard que nous ignorions lorsqu'on l'a invité. Il a travaillé chez Tecné, Lausanne, et puis il a contribué à l'établissement d'une feuille de route pour la mise en œuvre du BIM à l'État de Genève. Et il travaille actuellement, il est collaborateur de projet au laboratoire de culture numérique du projet architectural, CNPA à l'EPFL. Donc il nous posera, si j'ai bien compris, mais j'ai pas non plus regardé attentivement tous les slides avant le show, donc il nous parlera du point de vue un peu plus théorique, on va dire, je crois.
En deuxième orateur, nous aurons Antoine Rérol, qui est ingénieur, qui est directeur ingénierie chez Losinger Marazzi. Il est diplômé à Paris en 84. Il travaille depuis plus de 30 ans au sein d'un des leaders mondiaux des entreprises de construction, Bouygues Construction, où il a exercé plusieurs fonctions alternativement: responsable de travaux pendant 8 ans, responsable commercial pendant 9 ans et 15 ans directeur technique. Et il a créé en 1999 la direction technique de Losinger Marazzi pour permettre et accompagner le positionnement de Losinger Marazzi comme entreprise totale. Monsieur Rérol nous présentera comment une entreprise comme Losinger Marazzi emploie et pourquoi il emploie le BIM. Quelles sont les perspectives qu'il voit là derrière. Un peu en contradicteur, mais pas tout à fait probablement. Nous aurons Alexandre Blanc qui prendra la parole en troisième position. Donc Alexandre Blanc est architecte EPFL, c'est ça? Oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Il est professeur invité à l'EPFL en 2009-2013. Depuis 2013, professeur titulaire. Il dirige le laboratoire MANS Lab, qui est le laboratoire de manufacture spatiale. Ce qui lui permettra de nous présenter un point de vue qui est celui qu'il m'avait un petit peu suggéré lorsque je l'avais interrogé il y a quelque temps sur les questions de BIM et pas BIM, etc. Et qu'il m'avait dit: BIM nous est très étranger actuellement, car nos pratiques architecturales se fondent essentiellement sur des processus artisanaux. Les banques de matériaux et objets ne nous touchent pas, et nous ne concevons pas de devenir de simples assembleurs de produits. Donc c'est pour poser le point de vue un peu contradictoire, et je te remercie Alexandre d'avoir bien voulu jouer ce rôle-là dans le cadre de ce débat-là. Je mentionne par ailleurs qu'Alexandre est en train de réaliser un très grand projet à Aigle, à Margencel, et qu'il a réalisé le projet de Sébéillon que vous connaissez sans doute ici à Lausanne. Donc voilà, je vais vous laisser la parole, messieurs, l'un après l'autre, et selon le format habituel, chacun s'exprime pendant une quinzaine de minutes, et puis ensuite on fera un petit débat. Je leur demanderai de venir se positionner là, et puis ce sera à vous de poser vos questions librement. Voilà. Merci. À vous la parole. À toi la parole. Merci, bonsoir. Comment tu fais? D'accord. Merci. Alors, bim bam boum. Je trouvais le pitch assez intéressant vers une métamorphose des métiers des mandataires. Donc, est-ce que le BIM va être une révolution, va changer nos métiers, va changer nos façons de faire? C'est sur comment dire, c'est sur les points du pitch que je vais parler. Mais d'abord, je vais parler du CNPA, donc le laboratoire de culture numérique du projet architectural, un peu pour vous montrer le contexte. Donc laboratoire et les PFL dirigé par Bernard Cache, où on souhaite transmettre aux étudiants une culture numérique. Ça peut vous paraître un peu étrange, mais pourquoi culture numérique? C'est parce que la technologie numérique, première part, n'est pas nouvelle en architecture. Dès les premiers traités, notamment de Vitruve, on trouve des relations numériques complexes pour définir le dessin des temples, des machines de guerre, ce genre de choses. Et parce que c'est pas fini, donc on a aujourd'hui substitué par du silicium, donc le composant des processeurs des ordinateurs, aux composants, aux bois de ces machines de guerre, et qui nous permettent de pousser plus loin ces procédures paramétriques développées par Vitruve ou décrites par Vitruve, et qui nous posent la question de donc ces procédures dans le processus de conception, mais aussi de fabrication. Donc l'enseignement au CNPA, la première année, ça commence par des cours de géométrie, mais aussi l'histoire de la géométrie.
sur un logiciel paramétrique. Donc directement avec un outil contemporain, on démontre de manière variable les théorèmes géométriques. Deuxième année, cours de stéréotomie. Donc stéréo, le volume, tomie, l'ablation du volume, donc terme utilisé pour la pierre, mais nous on l'utilise en fait, les étudiants dans une première phase apprennent à modéliser justement sur le même logiciel paramétrique des éléments de l'architecture qu'on connaît, et ensuite les fabriquer, soit une fabrication manuelle par la taille de pierre, mais aussi une fabrication numérique avec des machines à commande numérique. Et un cours relativement nouveau, le cours d'introduction au BIM et son unité d'enseignement. Donc cours donné aux architectes, mais aussi aux génies civils. On essaye d'aborder les questions d'interdisciplinarité à travers le BIM. À côté de ça, on a aussi des travaux de recherche. Donc comme disait Guy Nicolier, actuellement là je travaille sur l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place du BIM à l'État de Genève. Donc un thème assez actuel. Point de départ, c'est quoi ce BIM? Donc si on demande à Google, le BIM c'est rond, le BIM c'est auto-centré, le BIM c'est nouveau, on ne sait pas très bien ce que c'est. En fait, le contexte du BIM, c'est finalement la digitalisation des données de la construction. Donc on est dans un monde où tout devient digital. Du coup, on le représente par des schémas plus ou moins savants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le BIM tend à la coordination des flux d'informations parmi les différents acteurs d'un projet et durant toutes les phases d'un bâtiment, donc de la conception, la construction et la maintenance. Donc on a des flux d'informations, finalement c'est ce qu'on verra, c'est l'information, c'est le savoir-faire, nos métiers, qui est digitalisé sous une autre forme. Les différents acteurs, donc des gens, et les phases de construction. Donc j'ai repris un peu les 3 points du pitch d'entrée donc de ce débat. Sujet du pouvoir, donc c'est justement le pitch. On se demande quel rôle aura l'architecte dans une pratique exploitant le BIM. Sera-t-il un acteur respecté? Bon, moi j'ai trouvé un peu drôle, est-ce qu'aujourd'hui ils se sont déjà respectés? Gardera-t-il la main sur la maquette numérique? Sera-t-il en posture? Voilà. Donc, pour moi, donc aussi architecte, pour se demander quel sera le rôle ou quel est le rôle de l'architecte, il faut revenir un peu en arrière à la Renaissance, où finalement c'est Alberti qui a codifié la notion de l'architecte ou la conception de l'architecte moderne. Donc il a fait finalement une distinction entre celui qui conçoit et celui qui construit. Alors qu'au Moyen-Âge, on était plus dans une conception par la construction. Lui dit non, l'architecte, il conçoit dans son fort intérieur ou dans son esprit, et il représente finalement son idée architecturale dans le dessin. Mario Carpo, un historien théoricien de l'architecture, il nous dit que finalement les nouvelles technologies, donc ça commence avec la CAO, donc la conception assistée par ordinateur, elle nie ce principe de base de l'architecte, parce qu'elle tend à réduire finalement la distinction entre la conception et la fabrication, notamment dans les années 90 avec Bernard Cache, donc professeur du laboratoire, où il introduisait dans la réalisation déjà à petite échelle de meubles, des outils paramétriques qui lui permettaient de construire ce qu'il avait conçu avec des machines à commande numérique. Donc
la technologie tend à réduire cette distinction très claire d'Alberti et cette distinction entre la conception et la construction. Donc, le BIM à ce niveau-là est complètement à l'opposé, et tend plutôt à reproduire donc le statut avant Renaissance, statut qui était finalement plutôt symbolisé par Brunelleschi, ou qui est à la base donc un orfèvre entraîné par la formation par des guildes d'artisans. Donc c'est un artisan qui est devenu finalement un maître bâtisseur. Et ce qui est intéressant avec Brunelleschi, c'est que il utilise déjà des maquettes à grande échelle, pas des petites maquettes, mais dans un but déjà assez grand pour montrer au client comment sera l'espace, pour finalement communiquer avec le client, mais aussi convaincre les différents artisans et les différents corps de métier de la faisabilité, par exemple du dôme de Florence, mais aussi il l'utilise sur le chantier pour déjà quantifier les matériaux qu'il faudra utiliser, le nombre de matériaux. Voilà, donc finalement, un autre théoricien, Richard Graber, nous dit que les maquettes de Brunelleschi, c'est les premières, les prémices de la maquette numérique comme on la connaît aujourd'hui. Donc Mario Carpo nous dit, avec les technologies, il faut faire très attention, parce que finalement, si on revient à un statut pré-albertien, donc on nie l'existence même ou le rôle même de l'architecte, du concepteur, mais en même temps, Richard Graber, lui, il est un petit peu plus nuancé. Il dit que finalement, le BIM en tant que coordination des flux d'informations des différents acteurs, ça tendrait à réduire le fossé qu'il y a actuellement entre la conception et la construction, et d'ainsi étendre finalement le contrôle de l'architecte. Voilà. Ensuite, au sujet des métiers ou du savoir-faire, donc est-ce que notre métier va se transformer ou pas? Est-ce que la technologie va finalement faire de nous des programmeurs ou des gérants? Quels sont les nouveaux métiers? Pour répondre à cette question, je voulais vous présenter la thèse d'un monsieur Engelbart, qui est donc un ingénieur et un des pionniers de l'informatique, qui travaillait sur l'interface entre l'homme et la machine. C'est notamment l'inventeur de la souris, chose qu'on utilise tous. Il a écrit donc une thèse, Augmenting Human Intellect. Donc, c'est une thèse qui est assez, finalement, scientifique ou assez axée sur l'informatique, mais il décrit donc augmenter l'intellect humain. Pour lui, c'est accroître la capacité à l'être humain donc d'approcher des problèmes complexes, de gagner en compréhension et finalement d'en extraire des solutions. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est l'introduction, où il va imaginer un métier augmenté. Et dans ce métier augmenté, il choisit le métier de l'architecte. Et donc il décrit l'architecte donc face à un ordinateur qu'il ne nomme pas ordinateur. Pour lui, il appelle ça un clerk, donc qui signifie un employé ou un commis, quelque chose qui fait quelque chose pour lui. Donc il imagine et l'architecte a conçu son projet, l'ordinateur le clerk lui montre le projet, il peut mesurer des distances, il peut modifier des
données du projet, le projet se modifie et il en tire des listes d'éléments, des listes de matériaux. Donc il décrit aussi un processus itératif de modification. Finalement, l'architecte, son savoir-faire, c'est de l'information que le clerk calcule pour lui. Et aussi cette notion où, à la fin, l'architecte, il enregistre sur une disquette un manuel de projet qu'il peut transmettre ensuite à un autre architecte ou à un constructeur qui, lui, pourra tirer la liste des matériaux ou des composants du projet. Donc, c'est un peu, finalement, ce qui décrit là-dedans, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, donc avec le BIM. Ça a été écrit en 1962. Pourquoi ça arrive maintenant? C'est que finalement, la technologie est capable de gérer cela à l'échelle d'un bâtiment. Et donc, pour lui, l'ordinateur, c'est finalement qu'un employé, un commis qui gère les opérations mathématiques, donc les opérations répétitives, et l'être humain, c'est ce qui dit un problem solver, donc qui gère toutes les procédures non mathématiques, qui est finalement le savoir-faire de l'être humain. Voilà. Donc maintenant, dans notre contexte, les nouveaux métiers du BIM, donc si on regarde le cahier technique, la SIA 2051, on parle de modèles de rôles possibles pour les responsables BIM. Moi, quand je vois ça, mon impression, c'est qu'on prend déjà des rôles existants et on rajoute un petit peu BIM partout. Parce que c'est quelque chose de nouveau, du coup on a besoin de le spécifier. Si on regarde le cahier des charges, par exemple, d'un BIM manager, pour moi, ça ressemble au cahier des charges d'un chef de projet. Et finalement, maintenant, on a besoin de mettre des nouveaux mots, de spécifier les choses, mais le BIM manager, s'il n'a pas des compétences en gestion de projet, en construction, liées à son métier, il pourra pas le faire à bien. De même que, pour moi, un BIM manager, c'est déjà un chef de projet qui a de la bouteille dans son métier et qui maîtrise l'outil qui est le BIM ou l'outil informatique, le clerk. Donc ça, il peut l'apprendre, il peut être formé. À l'inverse, quelqu'un qui est un informaticien n'aura pas les compétences nécessaires dans le milieu de l'architecture pour être BIM manager. Ça, c'est un petit peu mon point de vue. Ensuite, au niveau du phasage. Donc, comme présenté, la méthodologie BIM permet une information poussée des données techniques tôt dans le processus de projet. À qui profite ce glissement? Est-ce que c'est en accord avec les phases SIA? Enfin, voilà. D'où vient cette affirmation? C'est de ce fameux schéma. Donc, qui montre la courbe noire, c'est la capacité durant les phases du projet à apporter des modifications au projet. Donc, plus on avance dans la construction, moins on peut modifier le projet. La courbe rouge, c'est le coût des changements. Ensuite, on a les phases et on nous dit que le rouge, le rose, c'est l'effort typique d'un architecte dans le cadre d'un projet et que finalement le BIM, ça va amener ces efforts plus en amont. Faut faire très attention avec ce genre de diagramme, de graphique, on peut tout et rien dire avec. Déjà pour moi, ça correspond à une vision très anglo-saxonne de la construction. Donc on voit que par exemple dans les efforts typiques, en construction il n'y a rien. L'architecte suisse, si on compare ça avec les phases SIA, il est impliqué dans la construction.
Dans la tradition anglo-saxonne, l'architecte, il conçoit, il est plus le concepteur, et ensuite il donne ça à une entreprise qui construit. Déjà, les phases de projet, bon, là on voit un peu mal, mais elles correspondent pas du tout aux phases de projet de SIA, dans le sens où il faudrait inverser deux phases pour pouvoir comparer, qui est la phase construction drawing, donc ce qu'on pourrait appeler projet d'ouvrage, et tendering, donc les appels d'offres. Nous, on fait les appels d'offres avant de faire le projet d'exécution. Et c'est des courbes qui représentent finalement l'effort de l'architecte et non pas ses prestations. Aujourd'hui, le modèle d'honoraires, donc les coûts, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Ouais, pour moi, on peut pas les superposer. Ce qu'il faut retenir, par contre, et je pense qu'il est juste, c'est que des logiciels où la technologie BIM permettent de modifier le projet plus facilement, dans le sens où on travaille plus avec des lignes, on travaille avec des murs ou c'est orienté objet. Donc si et que aussi finalement comme on travaille en 3D, nos plans 2D ils seront automatiquement, bon, faudra encore les retravailler, mais ils seront plus facilement actualisés. On peut tracer des courbes, enfin des coupes dans notre modèle 3D. On a ces coupes alors qu'avant il fallait les dessiner une à une, et si on modifiait le projet, il fallait actualiser tout le projet. Donc si le projet est plus facile à modifier, l'architecte pourra apporter plus de changements, tester plus de variantes. Ça aurait tendance à être profitable pour lui. Pour moi, il faut aussi faire attention à ça, parce que pour moi, finalement, le terme de productivité n'existe pas vraiment en architecture. Plus on a le temps de modifier notre projet, plus on va modifier notre projet. Voilà. Donc un peu conclusion. Pour moi, le BIM ou les nouvelles technologies, c'est qu'une question de forme et pas de contenu. Donc j'aime bien cet artiste Ursus Verli qui a développé l'art du rangement, où il range aussi pas mal d'œuvres d'art célèbres, de Klee à Picasso. Mais c'était pour dire que finalement on va toujours faire la même chose, il y aura toujours des architectes, il y aura toujours des phases de projet. C'est juste que l'information n'est plus graphique, finalement elle est digitalisée, elle sera juste sous une autre forme. Et la digitalisation finalement de l'information demande une hiérarchisation. Donc dans le sens, sur l'image de droite, ça sera plus facile de compter le nombre de pelles et de sauts que sur l'image de gauche. Mais en soi, le travail, il est le même. Le contenu est le même. Voilà. Merci. On passe en transition. Posez vos questions après. Bonsoir. Alors, je vais vous ramener dans le monde des ingénieurs. Donc, je dois préciser que j'ai fait la moitié de ma carrière en tant qu'ingénieur civil dans une entreprise de construction, certes, mais à faire des ponts, des tunnels, des usines, donc des ouvrages de génie civil. Et donc, je me fais volontiers le porte-parole. Je vais vous parler beaucoup de bâtiments ce soir, mais je saurai répondre à vos questions en tant qu'ingénieur civil pour des infrastructures. Peut-être quelques mots. Loziger Maradi a accessoirement fête ses 100 ans cette année. Et pourquoi nous déployons le BIM chez Loziger Maradi? D'abord, pour la complexité des projets, c'est notre particularité en tant qu'entreprise totale. On attaque des projets plutôt supérieurs à 20 millions, c'est là qu'on est meilleur. Parce que nos clients nous le demandent, ils ont tous des smartphones, donc ils ont de plus en plus de fonctionnalités, de capacités, et donc ils sont demandeurs. Ils commencent à comprendre ce que ça veut dire aussi. Ensuite, parce qu'on a dans nos projets énormément de partenaires, et parce que
la digitalisation, vous le savez, est croissante. Alors, on a 3 priorités. Notre premier sujet, c'est de traiter nos clients, que ce soit les investisseurs ou les utilisateurs. La deuxième, bien évidemment, c'est la gestion de projet. Et la troisième, nous sommes une entreprise de construction que nous souhaitons rester à la base, même si nous faisons pour ça du développement immobilier, de l'aménagement urbain, aménagement de quartier, pardon. Et donc nous avons des projets de construction et c'est aussi notre core business. Alors, sur les nouveaux métiers, voilà l'organisation que nous avons mis en place chez Loziger Maradi avec des BIM managers, donc on en a besoin. Ils connaissent rien au bâtiment pour les 4 plus jeunes. Ils sortent de l'école, parce que c'est ceux dont on a besoin, parce que c'est ceux qui n'ont pas d'obstacles dans la tête. Et puis on a quand même des plus expérimentés, parce qu'il faut quand même connaître le métier de constructeur. Et puis à gauche, on a des coordinateurs, mais je reviendrai un peu plus tard. Et puis on a un ICT coordinateur, parce que quand on veut gérer, pratiquement une centaine de logiciels différents, qu'on veut gérer les plugins, les mises à jour, les compatibilités entre versions. Moi, je suis basé à Berne, donc les compatibilités linguistiques, c'est beaucoup de plaisir. Alors, on a 25 projets environ en BIM chez Loziger Maradi, à des phases différentes, dans l'axe Genève-Zurich avec Bâle, que ça soit en phase de design ou en phase d'exé. Un tiers en phase d'exé. Donc on en a partout. On teste un peu de tout. Et ça représente une trentaine de bureaux d'architectes, puisqu'on a des projets urbains, de quartier, donc avec plusieurs architectes, et pratiquement autant d'ingénieurs civils, d'ingénieurs CVSE, un peu moins de géomètres, parce qu'on est parti plus tard. Mais donc beaucoup de monde. Et puis comment on s'y est pris? Ça a commencé à m'exciter début 2010, j'y suis pas arrivé, donc je me suis fâché début 2012 auprès de mes collaborateurs. J'ai embauché une jeune ingénieure débutante qui n'avait absolument aucun a priori. J'ai dit bon, maintenant on va s'y mettre. Et puis on a eu la chance, une opportunité à Zurich sur un appel d'offres d'hôpital, que le client nous demande du BIM, donc ça tombait juste au moment où on démarrait. Et donc ce projet nous a servi de bac à sable depuis 5 ans, on le livrera 6 ans pratiquement, on le livrera l'été prochain. Et donc on a eu la particularité de sponsoriser, d'être le principal sponsor du congrès BIM suisse, dont la deuxième version s'est tenue l'année dernière, deuxième édition s'est tenue la semaine dernière à Zurich. Et puis on a eu le plaisir d'être honoré par Building Smart International la semaine dernière à Londres. Et voilà, donc ce que je disais, donc l'association Bâtir Digital Suisse qui promeut la digitalisation de la branche construction. Et pour nous, nous sommes acteurs au sein de cette initiative au départ et de cette association. Sur cet hôpital à Zurich, on a gagné un BIM d'or en France, et puis donc on a été honoré la semaine dernière par Building Smart International. On n'y arrive pas en Suisse, mais nul n'est prophète en son pays. Alors peut-être quelques données de base, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Pour nous, le BIM, il y a des représentations graphiques, de la géométrie, c'est les modèles 3D. Le sujet du digital, c'est les données centralisées, et puis des processus autour de tout ça. Et donc, ça, c'est notre approche de base, puisque ça va impacter la façon dont nous collaborons avec l'ensemble de nos partenaires. Je suis patron de l'ingénierie, mais nous n'avons pas vocation, et nous ne savons pas, et nous ne voulons pas remplacer les architectes, remplacer les ingénieurs civils, remplacer les ingénieurs CVSE. Nous sommes un assembleur, un intégrateur, et donc c'est comme ça qu'on coordonne. Le deuxième, c'est qu'on souhaite fonctionner qu'avec des IFC. C'est pas très simple, parce qu'il y a quand même quelques logiciels propriétaires, notamment la suite Autodesk, mais on y arrive. Donc on se bat. Et le troisième chose, c'est que, alors il y a des diapositives, il y a un peu de l'anglais, un peu d'allemand, j'ai pas eu le temps de tout traduire, mais on sépare, nous souhaitons séparer ce qui relève de la géométrie de ce qui relève
de l'information. Et donc, je vais dire que l'alpha et l'oméga de ce qui marche, ce qu'on a constaté qui marchait, c'est qu'il ne faut pas demander à des architectes ou à des ingénieurs d'aller se servir, de rentrer dans la maquette de l'architecte pour aller choper des données sur Revit, ou à l'architecte d'aller sur les modèles de l'ingénieur civil pour aller attraper des données dont il n'a pas besoin. Le principe, c'est chacun sa maquette. Et donc, quand on sépare la géométrie d'un côté et qu'on sépare l'information de l'autre, c'est beaucoup plus simple. Par contre, il faut gérer cette table d'information, ce très joli tableur Excel à 150 colonnes et 10 000 lignes, mais on y arrive. Et donc, comment nous implantons le BIM? D'abord, on fait de l'open BIM. Donc, nous avons, sur les 25 projets qu'on a, autant de logiciels qu'il en existe. On souhaite implémenter le BIM relativement tôt. On souhaite déployer le BIM avec tous nos partenaires. Et puis, on veut définir des cas d'usage simples et reproductibles. Et puis, on a des niveaux d'organisation un peu différents, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, les cas d'usage, ce qu'on a remarqué qui marchait chez nous, c'est que pour arriver à partir, on peut pas le faire top-down, il faut le faire bottom-up. Donc, il faut trouver un projet, un patron de projet qui a envie de faire du BIM. Et on a dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dessus? Parce que le BIM, tout le monde en parle, mais finalement, ils savent pas très bien de quoi ils parlent. Et donc, on dit, moi, sur ce projet, je ferai bien ça en BIM, ou l'architecte le dira, ou l'ingénieur civil, c'est ça que je vais essayer. Et donc, on est parti par le petit bout de la lorgnette, par des petits morceaux. Et donc, on a défini ensemble, et on définit avec nos partenaires, projet par projet, les cas d'usage qu'on veut déployer, sachant que le principe, c'est qu'effectivement, il faut quand même faire de la 3D. C'est le principe. L'enjeu, c'est bien évidemment de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément envie d'échanger leur spécialité. Et donc, une des astuces, ça consiste à gérer ce qui est les données de la pièce dans une base de données à côté. Donc, il y a des outils du commerce. Nous utilisons un outil norvégien qui s'appelle Derofus pour ça, mais il y en a d'autres. Et ça marche plutôt bien. Donc l'acte créatif doit rester chez l'architecte, il reste chez l'ingénieur, quel qu'il soit. Et qu'ensuite l'assemblage, on va y revenir un peu plus tard, se fait en séparant d'une part la géométrie, d'autre part les données. Et donc quand on met dans une pièce la température qu'il doit y faire, la charge admissible qu'il doit y faire, c'est intéressant de l'avoir dans un tableur Excel et ça n'est pas intéressant de l'avoir dans le logiciel proprement dit, alors que ça intéresse beaucoup de monde. C'est pareil pour les qualités d'assurance de sécurité incendie, d'acoustique, de thermique, etc. Alors oui, il y a différents métiers. C'est vrai que passer de 2D en 3D, on a plutôt tendance à passer du dessinateur au modeleur, on n'a pas parlé de sculpteur, mais c'est quand même un peu le principe. Et puis le BIM manager, alors c'est une approche peut-être propre à nous, c'est celui qui met l'environnement digital à disposition des intervenants du projet. Il n'est pas, il fait du management de data, c'est pas la partie la plus excitante du projet, mais c'est celui qui permet que les flux, que les échanges de fichiers IFC se fassent correctement et que le vrai professionnel de la coordination et d'assemblage des briques, c'est le BIM coordinateur. Et pour ça, il faut effectivement que chez nos partenaires, on ait des gens qui se sentent un peu concernés. Donc c'est bien qu'il y ait un BIM référent. Et puis ensuite, moi qui ne suis pas de la bonne génération, puisque j'ai appris à dessiner sur une planche à dessin avec un T et une équerre, en tant qu'utilisateur, je cherche encore le bon outil pour y accéder sur mon ordinateur. Alors, dans la SIA 2051 qui vous a été présentée, il y a un BIM Execution Plan. Ça suppose qu'il faut effectivement quand même s'organiser un minimum si on veut que ça fonctionne. Ça suppose quand même que le maître d'ouvrage prenne ses décisions assez tôt. Donc il faut qu'il soit capable de s'organiser et ça, il n'est pas forcément prêt. Et puis il faut l'accompagner. C'est vrai qu'on peut faire énormément de choses, on peut changer beaucoup de choses, mais ça suppose quand même d'avoir
une vision sur la façon dont on veut fonctionner. C'est ce qui est dit ici sur les processus. J'ai d'autres images un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui change dans le développement d'un projet? Tout et rien. C'est-à-dire que tout, l'outil, l'organisation, les processus de décision, la gestion des données, c'est vrai que c'est pas pareil. Et puis il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'au final, on a des normes de dessin, on valide des plans 2D, parce que ça c'est ce qu'on arrive à maîtriser. On est pratiquement compatible avec les phases SIA, c'est-à-dire que le processus créatif, itératif, d'imagination, de décision, de mise au point, de rentrer petit à petit dans les détails, il n'y a rien qui change. Quand on passe de LOD 100, 200, 300, 400, 500, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai pas encore pas été confronté à des phases SIA différentes. On a exactement le même cheminement intellectuel à conduire. Et donc ça change pas. Et puis la responsabilité change pas. Alors pour ça, il faut s'organiser. C'est vrai que je me pose encore la question sur cet hôpital à Zurich qu'on a démarré en disant il faut qu'on fasse un audit de la maquette numérique qu'on avait imaginé. Ça fait 6 ans, on l'a toujours pas fait. L'hôpital est construit, donc il a l'air de tenir, donc on va dire que c'était pas la peine. Mais la responsabilité reste parce qu'on reste sur des plans 2D et c'est ce qui reste fondamental. Donc c'est vrai qu'on est dans une ingénierie initialement séquentielle, vous les connaissez. Là, on peut tout faire en même temps. On fait tout simultanément. Alors peut-être pas sur les phases les plus précoces de conception, puisque quand on fait des concours d'architectes ou en tant que développeur mobilier, on missionne des architectes pour développer des projets. L'architecte est très seul, enfin pas très seul. Il est seul assez longtemps et on a besoin d'associer les ingénieurs comme d'habitude, pas plus, pas moins, mais juste suffisamment tôt. Et donc, il faut s'organiser. Alors ça, c'est le schéma que nous mettons en place chez nous, avec des références que vous connaissez, le programme du client qui pour nous est quand même une donnée essentielle, des références, parce que ça c'est très... On met toujours des bâtiments à côté, et des limites cadastrales qui ne sont pas forcément là où on pense qu'elles sont. Et puis les trames et les niveaux chez l'architecte. Ensuite, on empile, on met côte à côte des modèles 3D qui dialoguent par les IFC. On gère des prestations à côté dans des fameuses bases de données, donc qui permettent d'avoir des données qui n'ont rien à faire dans un logiciel de dessin qui doivent être à côté. Ça simplifie beaucoup. On a de la coordination, bien évidemment. Et puis, on a des inputs et des outputs. Donc, vous avez des dossiers de plans, des témoins numériques, qui est quand même quelque chose qui parle extrêmement bien à nos maîtres d'ouvrage, clients, utilisateurs, et des fiches de synthèse par locaux qui parlent extrêmement bien à ceux qui organisent les marchés. Alors, voilà, ça fait des très jolis tableaux de workflow. Moi, je ne vous ferai pas de commentaires parce que ça... Mais ça, si j'y passe un peu plus loin, voilà, vous avez une base de données qui est à gérer. C'est très très sexy, mais bon, ça fait partie du job quand on dessine un hôpital, une clinique. Alors c'est vrai que sur des logements, c'est quand même un peu plus simple. Mais je voudrais que sur le processus de coordination, comment on fait pour empiler, puisque finalement chacun a sa maquette. Donc nous sommes, nous, entreprise totale, mais ça serait valable dans n'importe quelle organisation, que ce soit sur un architecte qui est planificateur général ou en cas d'infrastructure, un ingénieur civil qui serait le planificateur général ou un prestataire extérieur. À J-2, chacun dépose son modèle 3D au format IFC et au format natif, parce que de temps en temps, il y a des données qui manquent, parce que les IFC ne sont pas parfaits. À J-1, j'ai ce fameux BIM coordinateur qui fait l'empilage et qui prépare la liste des conflits. Le jour J, on discute et on résout sans dessiner. Et à J+1, on exporte les rapports, les maquettes de coordination, les listes de conflits au format BCF et on dépose des documents. Donc ce processus est assez simple, chacun reste propriétaire de sa maquette. Par contre, il faut accepter le principe de la transparence.
que ça soit l'architecte, l'ingénieur CVC, l'ingénieur sanitaire, l'ingénieur électricien, le statiqueur, le géotechnicien, le géomètre, l'architecte, le décorateur, ou l'architecte d'intérieur, etc. Et on les échange. Alors ça fait des séances, celle-là c'est pas forcément la plus représentative, mais il y a donc beaucoup d'écrans, un peu de monde autour de la table, mais on trouve des solutions immédiatement en réunion, chacun repart, la solution étant trouvée, la solution au conflit étant trouvée, et elle est dessinée le lendemain. Donc on ne dessine pas en réunion. Voilà, alors, ce que je peux dire, c'est que sur les outils, ça bouge extrêmement vite. Une de nos difficultés, s'il y a peut-être un peu de monde dans l'équipe que je pilote, c'est que il faut rester à la veille, en veille sur le marché. Donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et il faut être à l'écoute du monde entier, puisque on parle d'intelligence artificielle, de médecins qui seront bientôt dépassés par les ordinateurs. Donc est-ce que nous-mêmes, nous ne risquons pas, en tant qu'ingénieur ou architecte, on n'espère pas, on ne pense pas. Il faut, sur la collaboration, la façon dont ça a pu fonctionner, c'est quand nous-mêmes, nous, entreprise Total, nous faisons notre part du boulot, on ne demande rien de plus aux architectes, on ne demande rien de plus aux ingénieurs. On dit, nous, on est là pour collaborer, on vous facilite, on met en place le cadre, on crée la confiance, on organise la transparence, et nous sommes transparents dans cette collaboration. Et c'est ce qui nous permet de fédérer l'équipe. Et donc, on met, comme sur les concours collaboratifs, beaucoup d'énergie à communiquer et à ce que chacun exprime ses peurs et ses angoisses, mais aussi ses envies. Et donc, quand une fois que tout le monde a pu les exprimer, on y arrive bien plus facilement. Et puis, cela étant, faut pas hésiter à aller de l'avant. Nous, on s'est pas posé la question de savoir s'il fallait faire du BIM, mais plutôt à quelle vitesse on allait y aller, tout en préservant la qualité architecturale, tout en préservant la qualité de conception et la qualité de réalisation, et nos clients sont très acheteurs. Merci de votre attention. Ça marche. Donc bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Je ne sais pas si je suis le contradicteur véritablement de ce système d'information, digitalisation de la construction, peut-être même pas forcément, parce que voilà, je suis confronté également. Mais j'aimerais peut-être apporter un regard un petit peu dans la profondeur ce soir de cette question-là. Le BIM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder un peu en fait en profondeur, en transparence, si on veut bien, dans les choses. Ici, vous avez la main de Bertha Röntgen en 1895, donc je pense que c'est une des premières images de rayons X qui permettait en fait de savoir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On voit clairement la bague, et puis apparaît tout à coup une sorte de fantôme, d'une sorte d'intériorité de ce qu'il se passe au-delà de la peau, et peut-être dans la vision de l'Église jusqu'au probablement 16e, 15e, 16e siècle, de la question de l'âme. Cette question d'aller regarder à l'intérieur avec le BIM, c'est en fait lié à l'idée de l'anatomie du bâtiment, donc l'anatomie qui a commencé par la question de l'anatomie humaine, qui est une science descriptive, qui étudie la structure interne, la topographie et le rapport des organes entre eux. Très difficile pendant longtemps à cause du regard de l'Église qui disait qu'on n'osait certainement pas aller regarder vers l'intérieur des corps. Il fallait se contenter de rapports animistes, on va dire. Et il reste qu'à partir d'un certain moment, la science s'impose et décortique, ouvre et trouve en fait à décrire cette sorte
monde intérieur complexe qui est l'organisme. Alors on trouve des représentations, j'ai jamais su si c'était le système nerveux ça ou les veines, mais enfin on trouve des représentations comme ça qui lient en fait le cosmos avec une sorte d'idée d'organisation, une sorte de tissage de liens qui voudrait dire que grâce à cette architecture comme ça liée, la pensée humaine est possible, donc la génération de l'âme. Et puis évidemment, avec le temps qui passe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on trouve des représentations de plus en plus détaillées de cette cartographie intérieure. Et l'idée d'aller regarder vers l'intérieur s'impose en fait essentiellement à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et dépasse finalement le blocage proposé par l'Église. L'anatomie, donc si on regarde dans le courant peut-être de la représentation urbaine, comment ça se passe, eh bien une des premières cartographies de cette intériorité dense et complexe, c'est Giambattista Noli, que vous connaissez probablement, enfin en tout cas ceux qui sont architectes j'imagine, les autres peut-être aussi, parce que c'est des documents qu'on voit partout, qui sont courants. Et Giambattista Noli, il explique que le BIM, c'est une sorte de moment où on saisit en fait la complexité de l'intériorité des choses. Et néanmoins, il y a là quelque chose de particulier, si vous pouvez l'observer, c'est que il y a une codification qui dit quelque chose sur la nature de la chose. Donc c'est pas un accès juste à l'idée d'une complexité, c'est un accès à l'idée d'une complexité, mais qui se traduit par quelque chose de spécifique. Alors la spécificité, là, chez Noli, c'est de cartographier en fait la qualité de l'espace public, qui est représenté en blanc, enfin, en transparence, si on veut bien, par rapport à l'opacité du monde de l'intériorité, en fait, on pourrait dire, de l'espace, qui a un caractère peut-être un peu plus privatif. Alors, on voit le BIM de Noli ici, qui répertorie en fait cette complexité du fonctionnement de la ville comme un organisme, qui dit que ces choses qui sont des vides, qu'on peut imaginer être des lieux, donc des espaces qui réceptionnent l'humain, sont susceptibles d'entretenir des relations. Mais de nouveau, je reviens sur l'idée que la complexité, là, elle est passée à travers un filtre qui caractérise la perception, dans le sens où on voit ce qui est public, ce qui collecte en fait les gens par rapport à ce qui est du monde de l'intériorité. Alors, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça ? Le métier de l'architecte, c'est pour nous, et dans mon laboratoire, quelque chose qui a à voir avec la question de l'artisanat. On peut se poser quand même la question de savoir comment on s'y prend quand on crée, quand on fabrique, quand on imagine des choses. Est-ce que tout d'abord, il s'agit d'un processus intellectuel qui génère en fait une pensée qui va aboutir à une réalisation, ou bien est-ce que c'est un processus perceptif plutôt qui fait appel en fait à la fabrication peut-être et à la perception à travers les sens, l'observation de ce qu'on a fabriqué, la critique, et puis une deuxième génération, on va dire, qui profite peut-être de l'expérience faite d'un modèle ou de quelque chose. Donc, dans cette question de l'artisanat, donc qui est propre au métier d'architecte, je crois, il y a une dimension physique liée peut-être au fait que vous et moi sommes différents. Donc, il y a une question de différenciation, aussi de caractérisation qui est importante. Et l'opposition en fait au monde digital
elle se fait pour moi au moment où on rencontre en tant que personne une capacité de perception qui est liée à l'ensemble des sens. Donc la digitalisation fait appel essentiellement à la pensée, au regard, et la perception artisanale fait appel en fait à l'odeur, au poids, à l'écoute, donc à une perception qui est relativement plus large. S'il fallait intégrer au BIM la dimension de l'odeur, des produits proposés, de leur nature, de leur poids, d'un niveau de perception peut-être aussi auditif, on entrerait dans une complexité ou dans un niveau de complexité qui serait encore supérieur probablement. Ça va peut-être venir. Néanmoins, je pense que la génération en fait de l'architecture doit se faire dans une sorte de plénitude de la question de la perception. L'idée étant la diversité en tant qu'opposition à la normalisation. Vous voyez ici un assemblage de petits personnages construits qui ont leurs propres caractéristiques typologiques. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi le processus d'une altération en fait qui aboutit à la spécificité à travers la pensée. Donc un regard qui n'est pas cumulatif au sens de résoudre des problèmes, mais synthétique au sens de ramener toujours une problématique à l'idée de l'œuvre. Une chose qui m'intéresse aussi dans le BIM, c'est la notion de l'absence de maîtrise. Le BIM, ça voudrait être la maîtrise, et moi je pense que l'architecture s'impose par l'absence de maîtrise en fait. Et la notion de gestion du risque, je crois qu'en étant en contact peut-être avec une certaine labilité des choses, on a cette possibilité d'avancer de façon synthétique et non pas additive vers l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre, mais ça veut dire que peut-être il y a la reconnaissance de spécificités qui, ajoutées les unes aux autres, aboutissent peut-être à une certaine précision d'une pensée, une pensée morphologique ou typologique. Par rapport à l'efficience, j'étais très intéressé par la courbe que tu as montrée là, Régis, avant, qui voudrait que dans ce processus BIM, en fait, on anticipe relativement considérablement cette question de la planification, parce qu'il faut s'y mettre tôt pour pouvoir générer en fait un flux de données et puis une capacité en fait d'intégration de ces données de façon cumulative. Remettre en question l'édifice, c'est évidemment extrêmement lourd. Donc ça a une influence, je pense, déterminante sur le processus. Ça veut dire que plus on avance dans ce processus qui est complexe et lié, moins on a de l'habilité, en fait, de possibilité de revenir à l'idée de la synthèse. Et ça me paraît éminemment important. La synthèse, qui ici c'est une œuvre de Aziz et Koucher, la synthèse qui est peut-être quelque chose qui, je l'entends bien, est peut-être l'aboutissement de quelque chose de très très complexe dans le fond, mais qui s'exprime à travers une essence, animiste peut-être. Et puis, moi, j'aimerais opposer à cette idée de la notion de la complexité, parce que le BIM, c'est un système de gestion de la complexité. Et moi, je pratique l'architecture pas tellement en termes de gestion de la complexité, mais dans l'idée d'une certaine luminosité. Ça veut dire une capacité de synthèse et de soumettre, en fait, un certain nombre de paramètres à l'objet d'une expression précise. Quelque chose, l'idée de projet finalement. Donc une vision peut-être plus simple, moins complexe, et puis qui situe en fait ce processus de la complexité comme une donnée nécessaire, mais qui n'a pas comme vocation de faire de la complexité l'aboutissement de l'architecture, qui peut être une chose très simple en fait, et lumineuse. Je vous remercie.
propose aux 3 orateurs de venir... Est-ce qu'on peut remettre la lumière? Merci. De venir face au public. Et puis, je vous remercie d'abord beaucoup pour vos interventions, pour la diversité des points de vue, la richesse de vos interventions et pour pour moi le jaillissement de questions que ça provoque dans les aspects techniques que les aspects poétiques que vient d'évoquer par exemple Alexandre Blanc. Alors je sais pas si tout de suite il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parce que je veux pas la monopoliser. Je sais pas si voilà, faut toujours que je pose la première question quand même. Donc, moi, j'aimerais remercier Alexandre. Je vais prendre Alexandre comme dernier orateur, me poser une question en premier. Au fond, si je te suis bien, ton propos est un peu une question de critique de la normalisation que postulerait le BIM, qui, sous des prétextes de simplification de la complexité, au fond, normalise. Ou normaliserait, au fond, la production architecturale. Ou la standardiserait, pour utiliser un autre terme. Oui, le verre est dans la pomme, en fait. Donc, c'est une dépense d'énergie considérable hein, de mettre en place des choses de ce type, et je pense que ce qui lutte contre la diversité, la spécificité, c'est ce phénomène en fait additif qui est liant en fait. Hein. Donc le fait d'être lié diminue en fait l'idée de la liberté et de ce moment où on peut faire dans un processus des étapes de synthèse qui sont des coupures. Moi, j'aime beaucoup la coupure dans le processus créatif parce que c'est ce moment où on aboutit au non-sens. Et le non-sens doit, en fait, permettre de secouer l'édifice en quelque sorte. Donc, tout remuer, à peu près tout remettre en question pour que les choses se reconnectent d'une façon différente. Et je crois que plus on anticipe sur cette question du processus liant, plus cette liberté diminue en quelque sorte. Et moi j'ai pour habitude, parce que la vocation de cette histoire-là, c'est la qualité perçue à la fin. Donc à qui profite le crime dans le fond. Donc dans ce processus liant, d'essayer peut-être pas de retarder la confrontation avec la complexité, mais d'imaginer qu'il y a des possibilités de rupture dans le processus qui permettent en fait de faire de nouvelles synthèses, parce que la compréhension de la complexité et de l'aboutissement comme ça animiste, de l'idée de projet, un truc qui dit une chose, parce que la ville est trop complexe autrement, demande de pouvoir en fait faire ces coupures. Et ces coupures dans ces processus construits de façon linéaire sont extrêmement douloureuses. Et ça me permet de rebondir sur la notion que tu viens d'évoquer, qui est la question au fond, à qui profite le crime? Ça, c'est une question que j'ai pour vous, évidemment. Vous avez peut-être vu venir. Alors, vous avez dit, les clients demandent le BIM. Bon, vous l'avez aussi dit, au fond, ils savent pas forcément eux-mêmes pourquoi ils veulent faire du BIM. Mais dans ce déploiement de cette technologie, qui sous-entend un intérêt d'échange, de performance, de maîtrise, etc., est-ce que, au fond, on n'est pas en train de mettre en place un outil qui va vous permettre, vous, entrepreneur général, par exemple, d'établir des coûts très rapidement et d'être extrêmement performant là-dessus, au détriment de l'évolution du projet que postule Alexandre Blanc, au fond, qui dit qu'au fond, on pourrait remettre en question continuellement le processus. Je vais vous décevoir. Moi, je pense que la question que je me pose, c'est est-ce que je vais pas mourir? Est-ce que le business model de l'entreprise générale et de l'entreprise totale va continuer à exister? Donc, je pense qu'on a des différences de point de vue et que l'architecte va justement m'imposer, moi en tant qu'entreprise générale, si je puis dire. Donc, non, je pense que la peur, elle est propre à chacun. Le crime, il profite au client. Moi, j'ai pas un client qui paye pour avoir du BIM. Donc, ça va être clair. Donc, c'est offert. Pour ce qui concerne l'entreprise générale, l'entreprise totale.
Et ensuite, je pense que dans le processus créatif, alors moi, ça fait que 6 ans que j'en fais, et je vois que ça au travers des filtres des projets qu'on développe, on essaie de le faire, le BIM, il se fait pas au début. Enfin, dans le processus créatif, l'architecte travaille seul, avec ses itérations, et que moi j'ai interdit à mes collaborateurs de le brider, parce que tant que l'œuvre n'est pas sortie, tant que le processus créatif n'a pas eu lieu, on a beau vouloir le mettre en 3D, etc., ça marche pas. Donc, alors c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des rendus. Quand on fait des concours d'archi, vous le savez bien, faut sortir des planches 2D, et puis on fait des visus, parce que ça parle plus de faire les 3D. Alors c'est vrai que quand c'est fait en BIM, c'est un peu plus facile, surtout quand on a envie de changer. Enfin, il faut faire bouger les plans en même temps, alors que quand on peut faire des plans 2D d'un côté puis des 3D qui sont pas tout à fait ressemblantes aux plans, c'est un peu facile aussi. Donc voilà, mais je veux pas être long, mais le crime ne profite au client, enfin à l'investisseur et pas à nous en tant qu'entreprise totale. Donc on a, en tout cas, je m'en défends, enfin j'essaie que ça ne soit pas le cas. Et puis ensuite, le processus créatif, il doit rester comme ça, sinon on va tout tuer. Sinon, on va avoir des copy-paste. Enfin, vous prenez un tableur Excel, il peut vous faire des plans de logement. Vous tirez en bas à droite la case, vous tirez, et puis vous avez des plans de niveau qui se font automatiquement. Moi, c'est pas mon idée. C'est pas comme ça qu'on construit de la ville. C'est pas comme ça qu'on construit de la diversité et de la qualité architecturale. Ouais, merci. Précisément sur cette question de la courbe de McLemy, c'est ça que tu as présenté, Régis Widmer. Est-ce qu'on n'est pas là, avec les questions que je viens de poser, en train de critiquer plutôt l'influence de la culture anglo-saxonne et de la lecture anglo-saxonne du processus de projet, plutôt que l'avènement du BIM? C'est-à-dire ce décalage, comme tu l'as décrit tout à l'heure, viendrait plutôt d'une façon de faire anglo-saxonne, façon de faire l'architecture, dans le sens où les mandataires, ingénieurs et architectes interviennent uniquement dans la conception et plus dans l'exécution. Et que c'est plutôt ce modèle-là qui est en train de nous envahir à travers le BIM. Oui, je pense que c'est une bonne question. Bernard Cache, lui, quand il parle du BIM, il parle surtout de géographie du BIM. Dans le sens où pour lui, il y a aussi toute une culture donc anglo-saxonne, une façon finalement de penser la construction de l'ouvrage. Tandis que la culture plus germanique, qui comprend aussi un peu la Suisse, mais peut-être il parle aussi un peu du Portugal ou de l'Espagne, quoique pour l'instant il y a plus trop de choses qui se construisent, où l'architecte il veut avoir toujours le contrôle finalement de la construction de son ouvrage, un peu comme je le montrais avec Brunelleschi, qui finalement est impliqué dans la construction. Et pour répondre à qui profite le crime ou le BIM, dans une des questions, c'est quel est le rôle de l'architecte. Je pense que si l'architecte utilise la technologie, c'est lui qui en profitera, mais il faut qu'il soit acteur de cela et pas spectateur. Parce que finalement, dans la question aussi avec les entreprises générales, mais comment ça fonctionne sans entreprise générale dans un projet classique? Ouais. Voilà. Mais tu évoquais tout à l'heure que, au fond, le BIM était plutôt une opportunité pour l'architecte de maîtriser encore plus, à l'image de Brunelleschi, plus que jamais tout le processus. Moi, j'étais un peu gêné quand j'entendais ça. Je me dis, mais Brunelleschi, il n'avait pas, la complexité peut-être qu'on a aujourd'hui, mais aussi la demande et l'exigence même légale d'avoir un nombre aussi impressionnant d'intervenants autour du projet, que ce soit l'ingénieur civil, mais les spécialistes feu, les spécialistes sécurité, de CVSE, etc. J'ai une cohorte d'ingénieurs et donc de partenaires qui sont autour du même projet. Et au fond, il y a un petit côté effrayant de ce modèle qui semble être simplement empilé dans votre explication tout à l'heure pour en faire une coordination, mais qui le maîtrise? Qui est l'architecte au fond? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Qui pilote encore? Sans le BIM, c'est qui pilote?
Mais c'est l'architecte, mais une fois que tout est sur une plateforme qui est sur un serveur dans le cloud, on ne sait pas très bien où, et puis tout le monde va mettre des informations comme ça. Je sais pas, moi je comprends rien. Je fais exprès. Hein. Alors, moi, je pense que l'architecte, il a son rôle naturel de chef de projet. Alors, je suis pas là pour vendre de l'entreprise générale, bien évidemment. Mais c'est cette vision d'ensemble, à un moment donné, il faut l'avoir. Le BIM, il offre des services complémentaires dans cette modélisation. Quand on veut vérifier un éclairage naturel au fond d'une pièce, dans un vallon mal exposé, ça rassure un investisseur, ça rassure un locataire. On a des études de vent dans les quartiers qui sont possibles. Alors voilà, ça simplifie la vie, ça la rend plus complexe. Donc il y a cette double, enfin l'architecte en tant que patron de projet, il est à la fois le créateur, mais il est aussi le manager du projet. Donc c'est un double rôle. Le BIM ne fait que mettre l'accent. Et puis sur la vision anglo-saxonne, je suis pas hyper d'accord avec la courbe montrée là. Je pense que pour ceux qui sont confrontés à la suite Autodesk et à Revit notamment, la tentation d'Autodesk, c'est d'offrir la possibilité de rentrer énormément de données dedans. Mais c'est pas la question, on s'en fout. Ma compréhension, c'est qu'on a besoin d'un logiciel de modélisation architecturale, enfin d'architecture, et pas un logiciel qui fait de la base de données, de la gestion de projet. Donc il y a des outils différents. Voilà. Donc Autodesk, c'est une façon de voir, très anglo-saxonne, très américaine. Quand vous fonctionnez avec toute le monde, enfin Archicad et les éditeurs européens de logiciels et puis les suites nordiques qui existent, on trouve des façons de faire avec des briques qui s'additionnent comme les applications dans un smartphone sans avoir besoin d'avoir un outil qui fait tout, peut-être comme Apple, c'est peut-être pas le bon comparatif, mais voilà, je pense qu'il y a de la place pour l'architecte comme pour l'ingénieur civil dans un projet d'infrastructure, mais il faut être conscient que c'est un rôle à la fois de créateur, mais également de management de projet qui est à assumer, et le BIM met peut-être un peu plus l'accent sur le sujet. Bon, j'ai une dernière question qui s'adresse vraiment aux trois, puisque vous êtes les trois intervenants à l'EPFL. Qu'en est-il de la formation? Alors, qu'en est-il de la formation à l'EPFL? Qu'en est-il des formations des autres métiers d'architecte et d'ingénieurs dans les écoles techniques et dans les écoles professionnelles? On voit que, en effet, ce BIM semble être nécessaire ou inéluctable. Est-ce que la formation suit? Oui, c'est effectivement pas mon domaine spécifique, ça tu l'as compris. Néanmoins, je pense que l'ouverture existe, même à des niveaux comme le mien, pour avoir une conscience de ces phénomènes. Et l'idée, c'est pas tant de se mettre en opposition, mais peut-être apporter peut-être à cette culture numérique des spécificités qui sont de l'ordre du monde de la perception. Et Dieu sait si c'est pas simple, parce que la culture numérique se matérialise essentiellement à travers le regard, hein, et donc une délimitation en fait qui est liée à la pensée, à l'intellect. Et je crois que peut-être que dans la formation actuellement, on peut encore essayer de maintenir cette dimension de la perception du poids des choses finalement face à cette culture numérique. Formation à l'EPFL. Titre d'architecte EPFL, on a plus une formation basée sur l'art de concevoir finalement, moins l'art de construire. Moi, dans ma formation, on m'a jamais dit combien coûtait un projet, comment être manager d'un projet, comment s'occuper d'un chantier, ce genre de choses. Donc, c'est un parti pris finalement de notre formation. Ensuite, dans la formation au niveau du BIM, je pense que ça commence aussi par les cours du CNPA, mais aussi des cours de modélisation. On apprend très tôt finalement l'outil, comment s'en servir. Après, en master, il y a justement le cours d'introduction BIM. C'est assez difficile, on a remarqué, parce qu'il faut avoir des notions justement de construction, de gestion de projet pour parler de BIM. On a besoin d'être confronté l'architecte peut pas faire du BIM tout seul, comme on l'a vu dans la présentation d'Antoine Rérol.
c'est un outil de collaboration. Donc c'est toujours très dur. On peut apprendre la modélisation ou les bases de l'outil, mais c'est toujours très dur de passer finalement à l'expérimentation, ce à quoi ça sert, sans avoir toutes ces bases de manager ou voilà. Alors je vais compléter, moi j'ai poussé avec début 2010 à la mise en place d'une unité d'enseignement construction durable à l'EPFL qui s'adressait aux architectes, aux ingénieurs civils et aux ingénieurs en environnement, parce que la construction durable était une forme de gestion de la complexité, puisqu'on devait intégrer de plus en plus de paramètres dans l'acte de management de projet, et donc on avait quelques projets à mettre à disposition des étudiants de l'EPFL. C'était en bachelor 3e année. 7 ans après, dans ce module-là, j'anime à titre personnel une demi-journée sur le management de projet en mode collaboratif. Et qu'est-ce que ça représente? Et donc cette année, on m'a demandé à l'EPFL d'introduire le BIM. Donc je pense que c'est une prise de conscience. Les hautes écoles spécialisées, l'EPIA à Genève, l'HESSO vient de bouger, l'EIA Fribourg est en train de bouger. Les Suisses allemands sont pas en retard. Bon là, bien évidemment à Lucerne, compte tenu des informations des ingénieurs techniques, sont plutôt très pushing sur le sujet. La Nord-Ouest est aussi partante. Le THZ est un peu hermétique. Le PFL a bougé, donc on contribue à la formation. Je pense que c'est la compréhension de ce qu'il y a derrière le BIM, de scinder ce qui est le processus créatif en 3D, qui est une partie de la chose, et puis de management digital de projet, qui est une deuxième partie de la chose. Donc je pense que les hautes écoles et les EPF ont la chance d'avoir l'ensemble des disciplines à l'intérieur des murs, et donc on est capable de faire des projets interdisciplinaires. Donc ça va supposer de casser un peu les silos pour que les étudiants aient peut-être une unité de semestre, projet multidisciplinaire pour apprendre à faire, parce que le digital va obliger à la collaboration, enfin permet et on va les obliger. Et est-ce que vous êtes au courant de ce qui se fait dans les écoles qui forment les dessinateurs et... Moi, non. Non. Il semblerait que ça soit une vraie question. Bon, vous n'êtes pas de ce milieu-là. Je passe la parole au public. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Oui, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Alors, monsieur, je vous demande simplement de vous présenter brièvement avant de poser la question. Alors bonsoir, Nicolas Pierret, donc architecte PFL. Moi, je voulais revenir sur la fin de la présentation du professeur Blanc, notamment avec cette volonté d'avoir une architecture simple et lumineuse. Moi, ça me fait réfléchir au sujet du pouvoir de l'architecte, parce qu'au final, je pense que tout ce que les architectes veulent, au final, c'est quand même construire. Et qui dit construire, dit collaborer. Et je pense qu'il faut peut-être vraiment recentrer le BIM comme un outil au service de la collaboration. Alors, j'ai un peu de mal à percevoir cette crainte qu'on ressent de passer au BIM, parce que au final, c'est peut-être le BIM qui va permettre à votre architecture d'être simple et lumineuse et de pas être encombrée par des techniques que la plupart du temps les architectes fuient comme la peste ou essaient de cacher le plus possible. Est-ce que ça peut pas être au contraire un outil qui va servir votre volonté? Non, vous avez raison dans un certain sens. La question, c'est de savoir si la méthodologie de travail qui est liée à l'instrument et donc les préceptes qui finalement dirigent le processus aboutissent à une augmentation finale de la qualité. Donc l'idée qu'un organisme contient une complexité intérieure qui produit peut-être un phénomène lié à l'âme, une personnalité, c'est certainement lié à une bonne gestion de la complexité. Donc dans ce sens-là, je soutiens votre idée de savoir gérer cette complexité-là. Le problème étant plutôt l'impact de la méthodologie sur la qualité perçue à la fin. C'est là que je m'interroge un peu plus. Pardon. Christian Etienne, ingénieur EPFL. J'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, ça bridait un peu le processus et puis la liberté de création.
Je pense à des bâtiments comme le musée Guggenheim à Bilbao, hein, fait par Franck Gehry, et puis les autres qu'il a aussi fait, et d'autres architectes aussi de renom, où on voit que c'est quand même aussi grâce à ces outils-là qu'on a pu construire des bâtiments qui sortent un peu de l'ordinaire. On parle d'architecture paramétrique. On peut faire beaucoup de choses en termes de... C'est vrai que ça libère un peu des contraintes, on peut s'affranchir de beaucoup de choses. Moi je trouve que ça peut normaliser, mais on peut aussi s'affranchir. Donc c'est vrai que pour moi c'est plutôt une source de liberté. C'est vrai qu'ensuite on a envie de vérifier, peut-être plus vite. Donc il faut se retenir des processus itératifs, enfin, comment dire, des étapes de validation, de passage d'une phase à une autre, entre les 2 et les 3 plus exactement de la SI1, où on a envie quand même s'assurer que ce qui est en train de s'imaginer, de se concevoir, tiendra debout, sera confortable, répondra aux envies de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous voulez réagir aussi là-dessus. Oui, je voudrais peut-être rebondir en disant que c'est cette question de la gestion du risque qui me semble vraiment importante. Donc on essaye à l'aide de ce type d'outils de limiter le risque. Le risque pour moi étant plutôt un facteur de qualité. Donc quand on a une architecture comme celle de Franck Gehry à Bilbao, on peut se poser la question de savoir si véritablement là il s'agit d'une œuvre qualitative et quelles sont ses qualités spécifiques. Une autre question. Là-bas au fond. Le jeune homme avec une barbe et des lunettes. Merci. Alors, Gérald Gerber, architecte EPFL chez Pont12 Architectes. Ma question, en fait, on a vu pas mal d'exemples en entreprise générale, entreprise totale, sur des gros projets. Et on voit aussi à tous ces séminaires BIM que ce qui intéresse... il y a beaucoup de grands bureaux qui sont intéressés par ces technologies. Vu la complexité, on va dire, l'engagement qu'il faut mettre pour acquérir ces capacités, est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée des petits bureaux, ou est-ce qu'on est dans une phase où ça va augmenter on va dire, le gap entre les grands bureaux et les petits bureaux? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse pertinente. Je pense que c'est un devoir. Enfin, plus exactement, je vais faire peut-être une demi-réponse. Je pense que on va passer du 2D à la 3D, c'est pas possible autrement. Enfin, les outils sont tels, enfin, les études que vous êtes en train, enfin, s'il y a des étudiants dans la salle qui sont en train de se faire, on va passer de la peinture à la sculpture, enfin, ou d'un processus créatif de 2D en 3D. Ça, on va y passer. Ensuite, sur le management de projet, on peut le faire à l'ancienne. Il n'y a pas d'obligation. À titre personnel, j'ai fait l'extension d'une maison. Je l'ai faite en BIM. Je vous rassure, j'ai pas mis tout. J'ai fait que l'architecture, j'ai pas fait le reste, quoi. Donc, on peut pas. Voilà, je pense que c'est possible, mais c'est vraiment, je pense, dans le mode de création, c'est les outils qu'on va avoir sur le marché vont être différents. Les logiciels qu'on a vont être différents, donc les outils qu'on va utiliser, chacun tant qu'on est, petit bureau d'ingénieur, petit bureau de géomètre, bureau d'architecte, etc. Ou les entrepreneurs de construction, même eux, enfin, voilà, on essaie d'emmener nos contractants avec nous. Ça commence péniblement, mais eux-mêmes sont demandeurs d'avoir des outils, ils veulent la maquette sur smartphone, enfin, on a des outils de levée de réserve, on est dans le digital, donc voilà, donc quand vous faites ça sur des tablettes iPad, voilà, les sous-traitants, ils y viennent direct, parce que c'est vachement plus simple pour eux d'aller repérer les défauts, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc si vous avez que des plans 2D, vous passez en 3D, enfin, les outils 3D de levée de réserve, on va y venir, donc sans forcément avoir besoin d'une sophistication de gestion de données, etc. Donc moi je pense que ça va se digitaliser de plus en plus.
avec des niveaux différents. Donc c'est pas du full BIM, c'est quoi le BIM? Enfin voilà, c'est BIM bam boum. Je pense qu'il y a c'est les cas d'usage qu'il faut définir et quelle est l'ambition qu'on veut, et on peut rester extrêmement sobre, simple, smart, utilisable, accessible à tout un chacun avec des outils pas chers. Ça va peut-être se démocratiser. Il y a des vérités économiques qui sont en train de se construire. Oui, je trouve votre question vraiment déterminante, parce que c'est vrai qu'à aujourd'hui, d'avoir une petite entreprise, donc artisanale, c'est une chance de produire une architecture de qualité. J'opposerais ça à ce que fait la main publique aujourd'hui, qui procède de façon additionnelle par des couches de complexité de plus en plus importantes et qui produit une linéarisation et une diminution de la qualité perçue. Ce qui est quand même paradoxal, parce que la main publique devrait produire avec une certaine qualité, mais en intégrant toujours plus cette idée de la complexité à travers ces instruments, on aboutit à un aplatissement en fait de la qualité perçue, donc à un manque de, comment est-ce qu'il faut dire, de caractère peut-être des objets produits. Et rester petit aujourd'hui, c'est la chance de faire un travail beaucoup plus pointu, beaucoup plus spécifique. Je vais rebondir. Je pense qu'effectivement, je l'ai peut-être pas dit comme ça, c'est que les outils qui sont à disposition, c'est les mêmes pour un petit bureau ou un grand bureau. Donc finalement, la capacité créatrice, dès lors que les talents du créateur sont là, peuvent s'exprimer, et finalement, les outils seront au service de tout le monde. Alors, effectivement, Philippe Steiner, CCHE. J'étais effectivement un peu surpris. On sème beaucoup de la peur sur l'affiche et puis un peu les propos. Mais pour moi, c'est avant tout, effectivement, comme monsieur a dit derrière moi, c'est d'abord une collaboration. Ça met enfin la collaboration en avant. C'est une méthode, pas un outil, le BIM pour moi. Ça veut dire on se met vraiment autour d'une table et puis on met les choses, on met la ventilation, on met tous ces éléments pour détecter justement avant le chantier les défauts, et puis pour pouvoir les anticiper, les bugs sur le chantier. Donc ça, c'est, je pense là j'ai vraiment quelque chose, je pense il y a vraiment quelque chose à amener, surtout dans les grands projets. Là, je suis aussi sur un grand projet de 500 logements. On va pas commencer à ressortir le thé et les cœurs. Après, par contre, je suis un peu surpris dans les propos de monsieur Rerol, que vous travaillez quand même avec deux bases de données. Ça veut dire que vous avez quand même la 3D, et puis vous avez à côté une autre base de données pour les informations. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait acquis comment le faire, comment le transmettre, mais est-ce que ça devrait pas être quand même le but final de tout mettre dans cette maquette BIM? Et puis peut-être une dernière information, point de vue formation, il me semble qu'il y a un CAS qui est en train de se mettre en place à Fribourg avec monsieur Boumaref. Donc ça, c'est en printemps prochain. On y sera aussi avec Losinger, il me semble. Alors, sur la qualité, on commence à... Je parlais de bac à sable avec notre hôpital à Zurich. On a fait les locaux techniques avec des superpositions, 6 couches de réseau CVS sans erreur. Je peux vous dire que ça fait plaisir à voir. C'est extrêmement clean, donc on peut faire vraiment de la conception nickel. Je pense que le deuxième gagnant, celui à qui profite le crime, c'est au projet que ça profite. Je pense que la qualité aujourd'hui, je touche du bois, mais enfin il y en a pas, mais c'est plutôt mieux, c'est plutôt le projet gagne en qualité. Donc nous on fait moins d'erreurs à l'exécution, la qualité des plans est plutôt meilleure. La deuxième chose sur la base de données, c'est on va dire, si on met trop de choses dans des outils compliqués à utiliser, que ce soit Archicad, Revit, Vectorworks et Allplan, etc., on rend la maquette inaccessible aux
à tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des experts utilisateurs de logiciels très compliqués. Et donc l'idée, c'était de dire, il y a des modeleurs qui ont des outils extrêmement pointus et que pour que l'ensemble des intervenants puissent profiter du BIM, il faut que ces données qui ne sont pas des données géométriques, ça sert à rien de les mettre dans un logiciel particulier, c'est de les mettre dans un espace à part, commun à tout le monde, avec différents logiciels qui fonctionnent grâce à un format d'échange ouvert que sont les IFC, peuvent dialoguer sans que vous forcément vous le voyez. Mais c'est pas d'aller mettre dans du Revit ou de mettre au fin fond d'Archicad où il faut des pratiques d'utilisation. Souvent, donc moi je me positionne plutôt en tant que chef de projet, donc on le fait. La main publique, enfin où tous les chefs de projet des investisseurs vont vouloir avoir accès, jouer avec la maquette. On peut faire plein de choses dedans. Il y a des outils comme Solibri qui sont beaucoup plus simples à utiliser et on n'a pas besoin de savoir modeler. Et on peut faire ses coupes, on peut faire ses quantités, on peut voir ses surfaces, on peut aller voir un détail, on peut résoudre des interfaces. Donc je trouve que c'est pas forcément l'opinion de tout le monde, donc mais c'est plutôt comme ça qu'on arrive à fonctionner pour que on puisse travailler avec énormément de partenaires. Et quand on explique sur chaque projet comment on fonctionne, on a convaincu énormément de bureaux de venir avec nous en disant vous savez pas faire, n'ayez pas peur, nous on sait mettre l'écosystème, on sait vous accompagner, on sait vous aider. Et ils sautent le pas et on vous donnera la main, on vous donnera la bouée de sauvetage si jamais vous buvez la tasse. Et donc on a réussi à accompagner, et donc on a converti plein de bureaux qui n'en avaient jamais fait, et des grands bureaux de Suisse alémanique comme des grands bureaux de Suisse romande, pour mettre en place le BIM grâce à cette solution d'organisation-là qui allège en disant l'architecte fait son boulot, on vous demande rien de plus, on ne demande rien de plus à l'ingénieur civil, l'écosystème tel qu'on l'a conçu permet de faire travailler les uns et les autres ensemble. C'est une façon de faire, je prétends pas mais voilà. Donc, est-ce que quand on n'est pas dans notre organisation, est-ce que la main publique est capable de mettre un écosystème comme ça? Je pense qu'il y a des métiers à imaginer, des positions à imaginer, peut-être quelques extensions de mission, on n'a pas parlé d'honoraires, mais pour quand il n'y a pas de personnes dans le projet ou de mandataires qui prennent cette tâche-là. Mais il y a un bout, comme la coordination spécialisée pour les mandataires techniques, je pense qu'il y a un petit bout de mission ici qui est pas forcément très monstrueuse, où l'architecte a une place très naturelle à prendre, ou l'ingénieur civil dans les projets d'infrastructure. Je veux juste apporter aussi un élément de réponse par rapport à ce que vous avez effectivement lu dans le pitch du débat, qui émane d'un groupe d'ingénieurs et d'architectes qui peut-être à travers leurs questions font paraître leurs craintes. C'est vraiment c'est une sorte d'état des lieux quand même. Il y a passablement de craintes et il y a le constat aussi que, en effet, en ce moment, ce sont des grands groupes qui sont un peu les apôtres. C'est ce que vous venez de nous dire. Vous êtes un peu les apôtres de cette technologie et de cette nouvelle façon de faire. Et c'est ce qui, à mon avis, participe à la crainte qu'ont les architectes et les ingénieurs de se voir imposer, en guillemets, ou en tout cas apporter une nouvelle technologie, non pas de leur père, mais de leurs partenaires. Moi, j'ai largement aussi peur que vous. Enfin, si je vous l'ai dit, mais c'était peut-être pas compréhensible, mais je pense qu'on peut se faire bouffer. Voilà, il sera donc d'une contrainte faisant une opportunité. On a des maîtres d'ouvrage anglo-saxons qui organisent des contextes BIM dans lesquels c'est absolument atroce. Enfin, nous n'irons pas sur ces projets-là, mais il y a des mises en concurrence avec des consultants BIM qui imposent un cadre absolument draconien, monstrueux, enfin théoricien, où ils génèrent du papier, de la complexité. Enfin, donc on a beaucoup de choses à construire de ce point de vue-là. Pierre von Meys, je suis professeur à la retraite depuis 15 ans. Donc la retraite a cet avantage, c'est qu'on peut commencer à s'intéresser comme un hobby à l'intelligence artificielle. Et c'est à quoi je me suis amusé depuis 3 ans. Et je vois, BIM ou autre chose, de toute manière, cette capacité de pouvoir traiter beaucoup d'informations en même temps, de telles quantités d'informations en même temps,
ça va entrer. Cette intelligence, on peut pas la refuser. Il faut pouvoir avoir un accès. Il faut que nos étudiants, à mon avis, apprennent à devenir. Vous avez donné toutes sortes de noms à ces positions, hein, les deux. Enfin, manager, BIM manager ou BIM pas manager, mais en fait, il faut qu'ils apprennent. À mon avis, parce que je me pose la question, qu'est-ce que je ferais si c'était arrivé quand moi je venais d'entrer à l'école polytechnique. Alors là, et je me pose cette question et je me demande quelquefois, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être la même chose, un peu artisanal là, ce qui se passe, je trouve. Enfin. Et vous, nous, moi je me pose la question, mais ces gens, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut tout apprendre dans la pratique. Bon, je suis sûr qu'on peut les aider à être préparés, à travailler positivement avec ces big data. Je suppose que ça s'oriente vers toi, cette question, un peu, ou cette réflexion. Oui, encore une fois, l'idée, c'est pas l'opposition au modèle numérique, mais c'est de voir quelle pourrait être la spécificité du rôle de l'architecte dans cette question de la perception. Il y a bien assez de monde lié finalement à la constitution d'un marché autour de l'électronique et de ces éléments-là, qui défend en fait cette position. Et je crois que l'architecte, je sais pas si c'est celui qui nage à contre-courant, mais c'est celui qui conserve peut-être une conscience de la multiplicité, de l'épaisseur et de la densité des perceptions pour fabriquer une ville qui est, je le rappelle, pas à un usage virtuel, mais concret au-delà de ça. Alors, moi, je m'interroge sur l'intelligence artificielle. Si on prend Google Translate, qui pourrait être un premier algorithme, on se dit qu'on a encore quelques beaux jours devant nous, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de relire Google Translate. Quand on a cette double, quand on connaît bien la langue dans laquelle on veut traduire, on a quand même besoin de... Mais pour ceux qui ont des relations dans le monde médical, on dit que le diagnostic posé par un médecin sera bientôt de bien moins bonne qualité que le diagnostic posé par un ordinateur. C'est vrai. Et donc, je m'interroge, est-ce que la qualité de nos ouvrages, est-ce que finalement, une fois que l'architecte aura eu le geste, mettra les données dans un ordinateur, derrière, ça finit par un acte manuel quand même sur la construction. Donc, il faudra encore des entreprises, il faudra des compagnons qui mettront la main à la pâte. L'erreur humaine, il n'y aura pas que des robots. Donc, je crois encore que la construction restera un métier d'homme. Donc, je l'espère en tout cas. Et qu'on se fera aider par le digital et que on sera pas écrasé par le digital. Peut-être sur les algorithmes dans la conception architecturale, ça pose toute une question de finalement qui est l'auteur de l'idée. Parce qu'aujourd'hui avec le numérique, on peut arriver à un nombre infini de variantes pour finalement le même coût. Et je pense que la question du BIM, donc en tant qu'outil de collaboration, les architectes vont assez bien l'intégrer. Mais par exemple, la question de l'intelligence artificielle ou de l'algorithme qui va concevoir le bâtiment le plus optimal ou selon des règles, ça je rejoins Alexandre Blanc, il y aura toujours aussi une part de sensibilité qui restera dans le métier de l'architecte. Puis accessoirement, il faudra que les maîtres d'ouvrage apprennent à poser les questions à l'ordinateur. Donc, c'est pas Siri, c'est pas dessine-moi une maison. Enfin, je sais pas comment tout ça sera. On pourra le mettre en place, mais. Simona Walter, j'ai une question d'abord pour vous, Monsieur Hall, et ensuite peut-être les autres pourront m'éclairer. Vous avez construit un hôpital qui était totalement digitalisé. Ça représente combien de gigas les données que vous avez créées? Aucune idée. Ma question concerne
le stockage et la sécurisation de ces données, vous les avez stockées où? Puisque c'est une plateforme accessible aux entreprises, aux mandataires, aux maîtres de l'ouvrage et bien d'autres. J'imagine aussi les utilisateurs de l'hôpital qui sont prononcés. Et ces données stockées, comment elles ont été sécurisées? Comment est-ce qu'ensemble, les uns et les autres, vous êtes assurés que les installations de cet hôpital, qui sont la partie la plus sensible, ne seront pas volées pour qu'un jour, il y ait quelqu'un qui s'introduit, même un logiciel malveillant, et qui paralyse totalement, par exemple, l'installation électrique de l'hôpital, et l'hôpital est knock-out. Je rappelle que l'iCloud n'est pas sécurisé et que la Suisse ne dispose pas encore d'une loi assez efficace concernant la protection des données et que l'Union européenne, elle nous a dévancés dans ce domaine et qu'elle va nous imposer sa vision. Alors, pour le coup, je suis dans une entreprise qui est très très Microsoft, donc on n'est pas sur iCloud, mais on n'est pas chez Apple, mais le volume, on parle de quelques gigas. Enfin, quand je dis quelques gigas, on n'est pas sur des dizaines de téraoctets, on est sur quelques dizaines de gigaoctets, organisés à l'ancienne, je vais dire. C'est-à-dire qu'on ait des plateformes partagées. On a le pire et le meilleur dans la profession. On échange nos fichiers par mail. Donc, de toute manière, si la messagerie est piratée, le plan est parti dans la nature. Donc, que le plan soit 2D ou que la maquette soit 3D. Bon, la maquette, elle est un peu plus lourde. Donc, elle est un peu plus compliquée à transférer par mail. Donc, on a des plateformes d'échange de type Dropbox. Alors, donc, nous, on fait pas parce que c'est pas bon. Dropbox, c'est piraté par tout le monde. On n'envoie pas les fichiers par WeTransfer. Donc, on pense qu'elles sont restées en Suisse. D'accord. Ensuite, on ne sait jamais où sont les backups, donc on peut être jamais aussi bien trahi que par les siens. Donc, on a des ingénieurs civils partout, enfin ici, les ingénieurs CVS ici. Donc, on pense que les données sont ici en Suisse. Ensuite, en termes de criticité, ça veut dire que les plans, voilà, enfin, ce projet-là, il n'est pas pire, il n'est pas mieux, mais il n'est pas moins bien qu'un autre, je vais dire. Donc, les données, elles sont liées à la sécurité. On travaille sur ce sujet-là. Ensuite, il n'y a absolument aucune donnée de l'hôpital n'est pas hackable au sens peut pas être les installations électriques peuvent pas faire l'objet d'un virus, pas plus, pas moins qu'avant. C'est-à-dire que les installations techniques qu'on met en place, la MCR, elle est aussi bien attaquable. C'est pas les plans sont pas dessus, donc c'est pas le virus peut pas se propager dans l'exploitation de l'hôpital. C'est d'autres installations informatiques, de pilotage d'installations techniques, et là ça relève pas du BIM pour le coup, ça relève des installations propres de l'hôpital en termes de pare-feu mais vous avez raison, comme on digitalise de plus en plus, il y a des portes ou des fenêtres dont on pense qu'il y a des volets où on les a pas identifiés mais qui sont perçables. Et ce flux, beaucoup de nos maîtres d'ouvrage nous posent la question de savoir où sont les données de leur projet, y compris sur des bâtiments de logement dont on pense pas que ça prête à beaucoup de conséquences, mais bon, ça fait partie de l'organisation, donc on est obligé de refondre nos infrastructures informatiques pour que on ait des data centers, qui soient en Suisse, qu'ensuite le backup des 10 data centers reste en Suisse, que les principaux prestataires de services sont très 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 souvent américains. Donc il faut que la législation auquel ils sont soumis, on arrive à s'en abstraire. Donc voilà, Autodesk est une société américaine, donc soumis au droit américain. Donc on pense que tout n'est pas parti dedans, mais on n'en sait rien. Beaucoup d'architectes travaillent sous Apple. Apple est une société américaine, donc on ne sait pas. Voilà, donc ça dépasse largement mon niveau de compétence informatique. Mais voilà, moi je considère que le LIMAT, l'hôpital de Schlieren, c'est un projet comme un autre, ni mieux ni moins bien de ce point de vue de la sécurité des données. Je rajoute juste, sécurité des données, donc au niveau du stockage, c'est clair que, comme l'a dit Antonin Rerol, c'est mieux d'avoir en Suisse, mais ça pose aussi
la question qui a accès dans le cercle, finalement. C'est une question qu'on se pose justement sur la feuille de route BIM de l'État de Genève, où la première étape, ça va être la demande de permis de construire numérique. Donc l'architecte aura la possibilité, ce ne sera pas obligatoire, de livrer une maquette numérique. Ces informations, au sein de l'État, on devra spécifier qui a le droit d'y accéder, parce que bien sûr tous les services sont intéressés, et notamment des services hors de l'État, par exemple les pompiers. D'avoir tout Genève, les bâtiments en 3D, ça serait génial pour eux, parce que ils pourraient visualiser l'espace du bâtiment complètement en 3D, avoir des lunettes de réalité augmentée qui leur indiquent les directions, voilà. Et c'est toute cette question, donc oui, sécurité à l'externe, enfin de l'extérieur, mais sécurité aussi à l'intérieur, et tout ce qui est protection des données, pour l'instant, c'est un sujet qui est en voie de réflexion. Alors, je reprends la parole. C'était juste peut-être par rapport à cette question de la peur des architectes face à ce processus. Et je me demande si finalement, on n'est pas juste en train de formaliser des choses qu'on fait déjà ou qu'on aurait dû faire. J'entends, si on regarde plus en détail ce qu'il y a dans ce plan d'exécution BIM, on se rend compte qu'en fait ça fiche des protocoles d'échange, ça fiche un cahier des charges des différents interlocuteurs, un niveau de qualité des livrables, etc. Donc finalement, ça c'est des choses qu'on devrait faire, qu'on fait déjà, et l'outil, la 3D, sera peut-être juste une interface du métier de l'architecte. Je pense qu'au final, c'est aussi, comment dire, c'est des compétences qu'on a déjà, et je pense qu'on arrive facilement à les retrouver quand on a un bureau, peu importe la taille. C'est juste peut-être on a parfois un peu peur de se mettre dans cette bureaucratie ou cette paperasserie, de figer la relation et la collaboration avec les autres interlocuteurs. Oui, je pense que là on est dans une phase où la méthode BIM, comme elle est nouvelle, on a besoin de spécifier les choses, finalement avec les plans d'exécution, de caractériser chaque rôle, chaque échange, mais finalement on le fait déjà sans le BIM. Tout projet, même dans les normes SIA, on a déjà les notions de phase, enfin, c'est pour ça que je disais aussi que pour moi le BIM c'est rien de nouveau. Alors c'est clair que pour l'instant la réflexion sur cet outil nous pousse à spécifier des points, mais qui sont déjà, je rejoins ton avis, qui sont déjà dans le cœur de notre métier en fait. Moi, je pense que la gestion des ressources, ou plus exactement la durabilité des constructions, nous impose à être de plus en plus collaboratif. Et que dans l'acte créatif, c'est compliqué d'être collaboratif, parce que voilà, l'architecte est l'artiste qui crée. Et donc, quand on va parler de déconstructibilité du bâtiment, de solutions durables, de recyclage des matériaux comme sur les voitures, ou comme de maîtrise de l'énergie, de confort à l'utilisation, ça suppose un dialogue dans ce processus créatif où l'architecte avait peut-être plus d'autonomie et était plus capable plus seul, et pouvait déposer des projets et cette mise au point n'intervenait que plus tard. Là, la gestion de risque, la volonté de tout maîtriser, les exigences de la société civile nous amènent à devoir être de plus en plus collaboratifs, et le BIM probablement nous aider. Il y a encore une question. Sinon, il me reste à vous remercier beaucoup, les trois, et vous, le public, pour avoir assisté et contribué à ce débat. Il y a un petit apéritif qui est proposé par les amis d'Urbanité qui vous sera servi là derrière. Et voilà, je pense qu'on peut encore applaudir les orateurs.